Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 90 de Over the Results consacré à WrestleMania 20. Voilà, déjà l'épisode 90 ou 90, on se rapproche gentiment de l'épisode 100 et comme je vous l'avais dit, on va se retrouver pour l'épisode, l'épisode consacré à WrestleMania 20 pour cet épisode 90 et WrestleMania 21 qui sera le dernier WrestleMania analysé avant l'épisode 100, arrivera pour l'épisode 100. Je suis déjà en train de vous le tourner, donc vous verrez que ce sera un gros épisode. Et en parlant de gros épisodes, celui-ci va certainement durer un peu plus longtemps, étant donné qu'il y a eu 12 matchs. Donc je pense qu'il durera plus entre 15 et 20 minutes, plutôt qu'entre 5 et 12-13. Donc on va directement commencer avec le premier match, qui voyait donc John Cena battre le Big Show pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Dans un bon petit match d'ouverture, vraiment, ça m'a fait très plaisir de voir un match comme ça. J'ai marqué ce Cena était magique vraiment, là où il faisait un petit peu un rap comme on a pu le voir en début de match, avant le match même. J'ai marqué le match est un peu court, mais il aura au moins le mérite de ne pas s'essouffler, c'est une très bonne chose en sachant qu'il y a le Big Show dans le match tout simplement. J'ai marqué le finish magique avec la chaîne, donc Cena va tricher, il va profiter que l'arbitre ait les yeux ailleurs pour pouvoir prendre sa chaîne, donner un coup de poing au Big Show et enchaîner avec son deuxième Attitude Adjustment pour battre le Big Show, pour lui prendre son titre US. Je tiens quand même à préciser que Cena était face et pas heel malgré tout ça. J'ai marqué, j'ai adoré. À noter que le public est à fond derrière Cena et ça fait vraiment plaisir à voir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Deuxième match, Booker T et Rob Van Dam battent Garrison Cade et Mark Jean Drake, la Résistance et les Dudley Boys pour conserver le titre mondial par équipe. Alors juste petite indication, Garrison Cade et Lance Cade de l'équipe Cade et Murdoch, donc je ne savais pas du tout que Lance Cade avait eu déjà un autre partenaire qui était Mark Jean Drake à la WWE, encore moins à WrestleMania 20, donc c'est une très bonne surprise. Par contre, je vais faire une petite parenthèse, mais ce WrestleMania est considéré par beaucoup de personnes comme le meilleur de tous les temps. Vous verrez que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que certes il y a de grands moments dans ce WrestleMania 20, mais il y a plusieurs matchs dont celui-ci, et vous le voyez à la note, qui m'ont passablement déçu, et sur les 12 je crois qu'il y en a bien 5 qui n'ont même pas la note de 6 qui est ma moyenne. Donc ouais, il y a des très bons matchs, mais il y a de grosses erreurs, de grosses mauvaises notes si je peux dire ça comme ça dans le show, et ce match en fait partie. J'ai marqué que ce match était assez bizarre. J'ai marqué que j'ai pas beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'interventions, c'était beaucoup trop le bazar, il y avait trop d'incohérences, trop de mauvais selling, pas assez de rythme, et puis même pas 8 minutes quoi. J'ai marqué pourtant beaucoup de prises, mais je n'ai pas du tout adhéré. Pour moi, c'est une grosse fausse note, et ça ne devrait pas se passer comme ça dans un WrestleMania et dans un match Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Dans le sens où on avait déjà eu ça à WrestleMania 16 et WrestleMania 17, si je ne dis pas de bêtises, même si c'était un match triple menace et qu'il y avait une stipulation qui était le ladder match. Et on a vu ça aussi à WrestleMania 33 et ça marche toujours bien. Là pour moi, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Il n'y a rien qui est parfait. Dans tous les domaines, pour moi, il n'y a quasiment rien qui est parfait, à part le public, et il n'y a pas de botch majeur quoi. Mais sinon, pour moi, c'est quasiment impardonnable, et vous allez le voir qu'il y a ce match là pour les titres mondiaux par équipe, mais il y a aussi un match Fatal 4-Way par la suite dans le show pour les titres par équipe de la WWE qui est encore pire que celui-là. J'ai mis la note de 5 sur 10, mais je suis vraiment très déçu. Je pense qu'il pouvait clairement faire mieux pour un match de cette envergure. Troisième match, Christian bat Chris Jericho dans un bon match solide de 15 000. J'ai marqué déjà la rivalité autour de Trish Stratus est énorme, parce que pour les gens qui ne le savent pas, Christian avait effectué un heel turn. C'était un petit peu Christian et Jericho, c'était un peu le duo, le duo de bons potes canadiens. Et puis Christian reprochait souvent à Chris Jericho de s'approcher trop de Trish Stratus, parce qu'il y avait une sorte d'histoire d'amour qui était en train de commencer, qui commençait à avoir lieu tout simplement entre Stratus et Jericho. Et Christian en avait eu marre, et il avait fait son U-turn sur Trish Stratus. Il y avait eu un match entre les deux qui avait été ordonné par Eric Bischoff, et Christian à la base voulait se coucher pour laisser Trish Stratus gagner, puis finalement il l'avait attaqué. Je trouve ça incroyable déjà de pouvoir attaquer une femme, et il l'avait vraiment terrassé. Et donc la rivalité avait pu commencer tout simplement par une histoire de jalousie dans une amitié. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'avec Jericho et Owens, mais à la base
c'est Jericho qui reste le face ou qui devient le face, et ça part d'une histoire d'amitié. Voilà, donc il y a un peu des similitudes. Maintenant, concernant le match, j'ai mis le match est incroyable, bon rythme, bonne intensité, bon public. Ensuite, j'ai marqué les prises restent assez basiques pour leur talent, mais ça fait le taf. On pourrait avoir des prises bien meilleures, mais c'est pas grave. J'ai marqué le finish qui voit Stratus intervenir contre Christian. Christian qui la brutalise, quoi. Vraiment, je dis ça en rigolant, mais c'est malheureusement ce qui se passe dans la vraie vie. Des fois, des hommes réagissent comme ça avec leurs femmes. Et c'est inadmissible, mais dans le catch, pour moi, je trouve que ça passe bien. Et je trouve que ça montre à quel point Christian n'aime pas Stratus. Et finalement, au bout d'un moment, Stratus va être, après s'être fait en guillemets attaqué par Christian, va être dans le coin du ring. Et Chris Jericho va aller voir comment elle va. Et Stratus va croire que c'est Christian, va lui donner un coup de coude. Et puis Christian va intervenir, va porter son kill switch sur Jericho. Et remporter le match comme ça. Et puis après, on a l'après-match qui voit Stratus attaquer Jericho, donc faire un U-turn et se ranger du côté de Christian qui continue de la maltraiter un petit peu. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. J'ai mis 9,5 sur 10 parce que pour moi, il manque un petit truc pour que je mette la note de 3 sur 3 dans le personnel. Mais c'est du très très bon du début à la fin. Quatrième match, Evolution bat Rock and Sock Connection dans un match handicap. Donc du côté de Rock and Sock Connection, mais forcément on a Mick Foley et le Rock. Et du côté d'Evolution, on a tous les membres sauf Triple H, donc c'est-à-dire Ric Flair, Batista et Randy Orton. Et vraiment c'était un bon match bien rythmé. En même temps avec 5 lutteurs, c'est normal que ce soit rythmé. J'ai marqué Orton qui fait le tomber sur Foley, c'est normal, c'est la jeunesse qui gagne. Et le Rock est préservé du fait que ce soit Foley qui subissent le tombé. Par contre, Mick Foley se fait vraiment passer pour une victime parce que dans la rivalité, ça faisait plusieurs mois qu'il se faisait attaquer par Randy Orton et en règle générale par Evolution, et il avait choisi d'appeler le Rock pour pouvoir lui venir en aide et pour WrestleMania, et finalement ça ne suffit pas malgré le fait que ce soit un match handicap et que la logique soit conservée. Et j'ai marqué par contre le gros point négatif, c'est le selling, et principalement Ric Flair qui ne sait pas du tout vendre ses prises et les prises de ses adversaires. C'est une catastrophe. Ce mec, je le supportais pas en 2017. Et ben là, on est quoi? On est en 2004, je crois, oui. Et c'est toujours pas ça. Enfin, déjà à partir de là, c'était déjà catastrophique. Et j'ai marqué, même si Mick Foley et Batista, c'est pas ça non plus au niveau du selling. Sinon, j'ai marqué le match reste très correct. Et avec une bonne durée qu'à 17 minutes. J'ai mis la note de 8 sur 10 et c'est mérité. Cinquième match, Tori Wilson et Sable battent Stacy Keibler et Miss Jackie dans un Playboy je sais plus quoi match. J'ai marqué, non mais à la base, elles devaient quand même lutter en robe. Et puis elles se sont dit, c'était déjà bien provoquant, et elles se sont dit, on n'est pas assez provocatrice, on fait pas assez pute, donc on va se battre en sous-vêtements, en petite lingerie. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans cette période-là. Alors, moi je suis pas contre, hein. Je trouve Sable et Stacy Keibler juste magnifiques. George Clooney a pas choisi Keibler il y a un certain moment pour rien. Et puis Sable, si je dis pas de bêtises, c'est la femme de Brock Lesnar. Donc Lesnar il se fait pas chier. Donc forcément au niveau visuel, voilà, on va pas faire l'hypocrite, ça fait du bien à voir. Mais c'est pas du catch. Et j'ai marqué, à la WWE actuellement, on a des superstars, des divas comme Bayley, Banks, Charlotte, Carmella, Tamina Snuka, qui sont, alors c'est totalement subjectif ce que je veux dire, mais qui ne sont pas forcément belles. Pour moi, c'est pas mon style, mais c'est objectivement, c'est pas des bombes comme Sable ou Stacy Keibler. Mais c'est du catch. Aujourd'hui, on voit du catch et je suis heureux de voir des filles qui sont peut-être un peu moins belles qu'à l'époque, mais qui savent lutter, plutôt que de nous offrir un match horrible et dégueulasse comme celui qu'on a eu entre ces 4 lutteuses-là à WrestleMania 20. Donc j'ai marqué 3 sur 10. Pour moi, je suis beaucoup trop généreux. Surtout que c'est Tori Wilson et Sable qui battent Keibler et Miss Jackie. Donc en plus, il n'y a aucun lien. Il y a juste Miss Jackie, je crois, qui est heel. Enfin, c'est un Bronx monumental. J'ai détesté. Et comme j'ai mis dans mes notes, je mets un 3 sur 10 juste pour la femme de Lesnar. Sixième match, Chavo Guerrero conserve son titre Cruiserweight dans le tout premier Open Challenge match.
de WrestleMania. J'ai marqué c'est impossible à noter avec mes critères, donc je note selon mes impressions. Et là, au lieu de vous expliquer ce que j'ai trouvé dans ce match, je vais vous citer l'ordre des éliminations. Donc la première, c'est celle de Shannon Moore par Ultimo Dragon. La deuxième, c'est Ultimo Dragon éliminé par Jamie Noble qui va faire un carton dans ce match-là. Troisième élimination, celle de Funaki par Jamie Noble. Quatrième élimination, celle de Nunzio, encore une fois par Jamie Noble. Vraiment, le mec était on fire à l'époque. Cinquième élimination, pardon, c'est celle de Jamie Noble, cette fois-ci par Billy Kidman. A noter un magnifique Shooting Star Press pendant le match de Kidman. Sixième élimination, celle de Kidman par Rey Mysterio. Septième élimination, pardon, celle de Tajiri qui était heel. Je ne savais même pas qu'il était heel à l'époque. Il était accompagné de quelqu'un par Rey Mysterio. Et enfin, on a le dernier match, Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Et c'est Chavo Guerrero qui bat Rey Mysterio avec l'aide de son père, Chavo Guerrero Senior. J'ai marqué, ça mérite un bon 7 sur 10. Ensuite, le match, je ne sais plus combien, Goldberg bat Brock Lesnar dans un match horriblement long et chiant. Alors maintenant, je comprends pourquoi la plupart des fans ont apprécié leur match à WrestleMania 33, parce que celui-ci, c'est de loin pas un match ouf, hein, autant vous le dire tout de suite. J'ai mis qu'il était très long, parce qu'il a duré 13 minutes, mais il y a les 5 premières où il se passe vraiment rien. Ils s'observent, ils écoutent la réaction du public, donc voilà. Sinon, j'ai marqué aucun selling, aucun rythme. Même Steve Austin se demande ce qu'il fout là. Public horrible qui voit bien qu'il n'y a absolument rien qui se passe sur le ring avec des nanana, hey hey goodbye. Enfin voilà, je sais même pas si, je crois que Lesnar devait être sur vers la sortie pour qu'il chante ça. Donc j'ai marqué que c'était tout simplement un match horrible, catastrophique. Il se passe rien, il y a même un botch monstrueux. J'ai marqué après match plus fun que le match en lui-même avec les deux stunners de Stone Cold Steve Austin. Et Goldberg sur ce stunner qui ne scelle à nouveau pas la prise, c'est horrible. Non mais vraiment, Goldberg-Lesnar, c'est en tout cas pas quelque chose qu'il faut mettre l'un contre l'autre si vous voulez voir un bon ring. Et heureusement, à partir de maintenant, si vous avez vu WrestleMania 33, WrestleMania 20 et Survivor Series 2016, vous n'allez plus jamais voir ce match-là et c'est une bonne chose. J'ai mis 3 sur 10 et je me trouve très généreux. Ensuite, Rikishi et Scotty 2 Hotty battent les Basham Brothers, APA et World Greatest Tag Team, donc Shelton Benjamin et Charlie Haas, pour conserver leur titre par équipe de la WWE dans un match très moyen. Et comme j'ai dit, c'est pire que le premier match. Par équipe de la soirée, j'ai marqué quelques botches, public nettement plus calme depuis le dernier match, parce que forcément, à force de gueuler que le match Lesnar-Goldberg est nul, mais j'étais fatigué pour ce match-là. J'ai marqué beaucoup trop court, 6 minutes. Il n'y a pas de spot de Shelton Benjamin, j'attendais clairement que ça, qu'on avait pu voir plutôt à WrestleMania 19 dans le match par équipe où ils avaient pu conserver leur titre par équipe de la WWE. J'ai mis 5 sur 10 sur le premier, là je mets 4,5 sur 10. Je peux vraiment pas mettre plus. 9e match, Victoria bat Molly Holly pour conserver son titre féminin dans un title versus air match. Match très technique mais malheureusement très court. Il a duré seulement 5 minutes. Et j'ai marqué que c'était dommage parce qu'il y avait clairement quelque chose à faire. Surtout que le match commençait très très bien. Les deux lutteuses sont très très douées. Pour moi, ça c'est un match féminin contrairement au match tag team qu'on a eu plus tôt dans la soirée. J'ai marqué par contre finish horrible qui voit Victoria porter un petit paquet alors que Molly Holly a vraiment dominé tout le match. Et puis l'après-match assez sympa qui voit Molly Holly se faire raser les cheveux. Voilà, c'est dommage. Pour moi, je pense que le temps pénalise passablement la note du match. 5 sur 10, c'est la note que j'y ai mise. Mais je trouve franchement que ce match, vous mettez 5-10 minutes de plus et il a le potentiel d'avoir au moins un 8. Donc ça, c'est un gros dommage pour moi. 10e match, Eddie Guerrero bat Kurt Angle pour conserver son titre de la WWE dans un excellent match. Franchement, très technique et très posé. C'est pas un match qui fuse dans tous les sens. Hein. C'est un match qui est posé. Ils mettent leur prise gentiment, des bonnes prises suivies, avec un fil conducteur qui enchaîne très très bien. Vraiment, j'ai marqué, c'est un bonheur de voir un match de cette qualité-là. Et pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Et clairement, le premier si on regarde juste le côté technique. Et c'est un des meilleurs matchs pour moi de tous les temps. Je tiens à le dire quand même. On a les premières minutes aussi. Vu que le match met un peu de temps et qu'il est assez... Enfin, il n'est pas lent, mais il est très posé. Les premières minutes rentrent bien dans ce moule-là, dans le sens où Kurt Angle et Eddie Guerrero prennent le temps de jauger son adversaire au début. Ils se jaugent l'un l'autre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que
je trouve que ça correspond bien avec et à la storyline et l'ambiance du match. Donc je trouve que c'est très intelligent, je pense. Et je trouve de la part de la WWE d'avoir fait ça comme ça. J'ai marqué très bon et finish par petit paquet. Mais franchement très bien amené avec de la triche. Où on voit vraiment Eddie Guerrero qui va retourner au bout d'un moment une prise. Et va céder des cordes pour pouvoir faire le tombé final et conserver son titre de la WWE. Là ça me dérange pas, vous voyez. Je mets la note de 1 sur 1 pour le finish. Parce que la triche, c'est le mode de fonctionnement d'Eddie Guerrero, donc il suit un peu sa ligne conductrice. Donc là, ça me dérange pas, c'est totalement logique. J'ai mis 9,5 sur 10, tout proche du 10 sur 10 pour moi. 11e match, l'Undertaker bat Kane dans un match de 8 minutes. J'ai marqué sérieusement, c'est beaucoup trop court, en plus il se passe quasiment rien du tout. Pas de finish à part un seul tombstone. Dire qu'il y a eu absolument toute une rivalité derrière ce match, que ce soit le No Holds Bar, le Buried Alive match avec Vince McMahon entre Vince McMahon et Undertaker, avec Kane qui intervient et qui fait perdre le match à l'Undertaker. Il y a vraiment quelque chose, et même, je dirais, les 30 premières secondes du match, on voit un Kane qui est étonné de voir son frère revenir. Donc ces 30 secondes-là sont meilleures que tout le match. C'est dommage, pour moi ce match aurait dû durer quasiment entre 20 et 30 minutes et aurait dû proposer beaucoup plus que ça. Là pour moi c'est du minimalisme et j'ai pas grand chose de plus à dire. Et encore une fois je mets 4,5 sur 10 et je suis beaucoup trop généreux. Et enfin le dernier match, Chris Benoit bat Shawn Michaels et Triple H dans un match triple menace pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Vraiment, c'est un excellent match de 23 minutes. C'est pas le meilleur, vraiment, de tous les WrestleMania que je vous ai fait, et même dans la globalité de tous les pay-per-view que je vous ai analysés, c'est pas le meilleur 10 sur 10, de loin pas. Mais il fait clairement plaisir. Et puis, il n'y a rien à dire. Chris Benoit, et bon, je vais en reparler plus tard avec Eddie Guerrero, mais Chris Benoit, c'est sa soirée. C'est sa soirée, et ça me rappelle maintenant que, j'ai vu, c'est le match de WrestleMania 30 qui me fait qui devrait plutôt faire penser à WrestleMania 20, mais j'ai d'abord vu le 30, puis le 20, mais ce match-là donc me fait penser, vous l'avez compris, au match de Daniel Bryan à WrestleMania 30. Même si Shawn Michaels n'est pas Batista, on peut admettre que Triple H est le Randy Orton de WrestleMania 20, et en guillemets Shawn Michaels c'est un peu le Batista, mais on a même un spot au bout d'un moment où Shawn Michaels et Triple H vont s'allier pour faire passer Chris Benoit à travers la table des commentateurs. C'est la même chose à WrestleMania 30, on a Randy Orton et Batista qui s'allient pour faire passer Daniel Bryan à travers la table des commentateurs dans la Batista RKO Bomb, je l'appelle comme ça. Même si là, en l'occurrence, c'est Chris Benoit, on n'a pas des civils qui viennent le ramener en coulisses. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre ces deux matchs. Et celui-ci est excellent, vraiment. On voit Chris Benoit qui fait abandonner Triple H à la fin, donc il fait même pas abandonner Shawn Michaels, il fait abandonner le champion. Donc c'est une très bonne chose. À l'inverse de Daniel Bryan, par contre, qui avait fait abandonner Batista. Et d'ailleurs les deux se terminent sur une soumission. Il y a plein de similitudes quand même, je trouve c'est assez incroyable. Et puis Chris Benoit qui remporte son seul titre poids lourd. Alors je vais en parler juste 30 secondes. Pour moi le Hall of Fame devrait récompenser des lutteurs et pas ce qu'il y a à côté. Je sais qu'on peut pas mettre un gars comme Chris Benoit qui a tué sa femme et son fils dans le Hall of Fame. Ils ont retiré Hulk Hogan parce qu'il était raciste, donc c'est totalement normal. Mais ce mec était talentueux et mon Dieu, qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir connu plus que ça. J'ai suivi la WWE à SummerSlam 2006 et 10 mois après, il est décédé. Et d'ailleurs, je pense au moment où vous voyez cette vidéo, pour moi pas, mais pour vous, ce sera dans 10 semaines. Donc ça fera quelques semaines qu'on a fêté, je crois, les 10 ans de la mort de Chris Benoit déjà. Voilà, tout ça pour dire que Chris Benoit, je le regrette. Je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Pour moi, c'est certainement l'un des meilleurs lutteurs de tous les temps. Et je pense qu'actuellement, il n'aurait certainement pas eu ces problèmes, sa folie avec les stéroïdes actuellement, vu comment la WWE est hyper surveillée au niveau simplement des stéroïdes et toutes ces merdes-là. Moi, alors je suis personne pour dire ça, mais moi j'en veux pas à Chris Benoit. J'ai envie de croire que c'est ces cochonneries de stéroïdes qui l'ont rendu comme ça, qui l'ont rendu fou. Et dans tous les cas, qu'il ait tué sa famille ou non, même si c'est regrettable, même si c'est impardonnable, pour moi, dans mon estime, ce mec est l'un des meilleurs de tous les temps. Alors oui, il y a des Chris Jericho, il y a des CM Punk, il y en a d'autres en dehors de la WWE qui sont très très bons, je dis pas l'inverse. Benoit fait partie, je pense, et objectivement, peut-être du top 10 ou du top 20 des meilleurs lutteurs de tous les temps. Voilà.
En tout cas, il fait clairement, alors objectivement, il fait clairement partie du top 10 des meilleurs lutteurs de tous les temps à la WWE. Et ça, je le dis sans avoir peur. Vous l'avez compris, j'ai mis 10 sur 10. L'image de fin, Eddie Guerrero, champion du monde de la WWE, pardon, Chris Benoit, pardon, champion du monde poids lourd, ensemble. Vous l'avez vu à la miniature, vous le voyez là maintenant, pour célébrer. Voilà. Même s'ils sont malheureusement plus de ce monde, big up à eux. Franchement, c'est une image très très forte. Et je pense que c'est la plus belle image qu'on a aujourd'hui actuellement à la WWE en 2017. Cette image résume tout. On peut avoir tout et tout peut partir d'un jour à l'autre. Voilà. Chris Benoit et Eddie Guerrero, pour moi, je comprends qu'on dit que ce WrestleMania est exemplaire et historique. Malheureusement, il est très mauvais. Et on va passer à la note finale, malgré la qualité du dernier match et celui d'Eddie Guerrero contre Kurt Angle. La note finale est de 6,46 sur 10, ce qui est horrible. C'est pratiquement le pire WrestleMania que je vous ai fait. WrestleMania 28 étant le pire, il est à 6,44. Donc c'est assez incroyable et il a la passe 75e sur 84. Parce que oui, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'en ai fait que 84 parce qu'on est encore au mois de mai. Voilà, un petit peu d'émotion, je pense que vous l'entendez dans ma voix. Et peu importe ce qui se passe par la suite en dehors, je resterai fan de catch. Et de voir ça, je pense que vous me comprenez. Et voilà. Épisode 90, pour parler de ce genre de choses-là, pour moi, c'est normal. C'est un beau palier. Et là, encore une fois, tout comme l'épisode 80, on s'en fout de savoir si vous avez aimé WrestleMania 20 ou non. Je veux que vous fassiez péter la barre de pouce bleu. Et j'aimerais arriver aux 50 likes. On n'est jamais arrivé à un tel palier dans un Over the Results qui concerne un pay-per-view ancien. On a pété le record avec WrestleMania 33. Je crois qu'actuellement, la vidéo en est à 105 likes, bientôt 1000 vues, plus de 100 commentaires. C'est ma vidéo record sur la chaîne. Et là, on peut essayer de tenter les 50 likes. Donc, en attendant la vidéo, enfin, en attendant le 100e Over the Results, pourquoi pas tenter ces 50 likes. En tout cas, je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Objectif 2000 abonnés. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas encore à mettre aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce show et de ma vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 91. Bye bye à tous.